comment mettre en alignement les 4 arêtes pour arriver au pyramidion, à la perfection. Et là, on ne peut pas construire à l'aveugle. Et donc là aussi, il y a une preuve que ça a été fait comme ça. Et ces preuves sont relevées par le milieu égyptologique. C'est Georges Goyon qui a relevé toutes ces preuves. Et donc là, à chaque angle, dans le prolongement de tous ces trous qui font 40 au carré, on a 2 trous beaucoup plus profonds. 90 de profondeur, 60, 70 au carré. Et tout ça, c'est mentionné dans les manuels d'égyptologie. Hein. C'est pas mon invention. Hein. Et donc, à chaque angle, on a ces 2 trous beaucoup plus profonds, là. Et là, je le démontre à une échelle beaucoup plus grande. Donc, dans ces trous, on va pouvoir mettre carrément des arbres beaucoup plus hauts, mettons une quinzaine de mètres de hauteur, que l'on va relier comme ça par le haut, là. Ah oui, il aurait fallu que j'explique aussi avant, parce que là, j'ai passé une étape, là. Et donc là on a établi l'endroit où il va être construit la pyramide là, sur le plateau de Gizeh. Parce que le plateau de Gizeh, c'est un mont rocheux, donc il faut déjà araser ce mont rocheux. Mais là, et il faut la première étape, c'est de l'orientation de la pyramide. Il faut qu'elle soit parfaitement orientée au nord. Toutes les pyramides sont orientées au nord. Et donc, une fois, ils ont arasé une phase de pyramide grossièrement mise de niveau là, et avec un niveau de charpentier avec le fil à plomb là, mais ça ne va pas vous donner la perfection là. Et sur 230 mètres de long là, ils ont une différence de niveau de 1,5 cm, 2 cm. C'est presque infime là. Et donc là, et cette perfection, il n'y a que l'équilibre de l'eau qui peut vous la donner. Donc on ne va pas pouvoir faire le tour de la pyramide avec une rigole pour dire avoir l'équilibre sur toute la surface. On va le faire par tronçon, mettons de 40-50 mètres de long. On va faire, comme c'est déjà dégrossi, à peu près mis de niveau là, donc pour avoir la perfection, on va faire une rigole là, un U, qui fait avec des briques de terre crues ou même avec des pierres qu'on va enduire d'argile à l'intérieur, boucher les bouts, et donc on va remplir d'eau et on va prendre des repères de hauteur de l'eau là, et on va repartir après du dernier repère et on va avancer comme ça. On va faire le tour de la pyramide et avec l'équilibre de l'eau, vous allez avoir la perfection parfaite. Et c'est pas étonnant qu'il n'ait que 1,5 cm, 2 cm d'écart. Et ça, même aujourd'hui, ce serait compliqué. Et donc là, une fois que on va tirer un cordeau, ça comme ça, de 230 mètres de long, là, et on va déterminer l'endroit où doivent partir les angles droits, là. Et pour faire les angles droits, là, ils ne pouvaient pas prendre les diagonales parce qu'ils ont laissé le mont rocheux, là, au centre, là. Ils ont arasé, parfaitement mis de niveau, tout l'extérieur, et à l'intérieur, sur 5-6 mètres, ils ont arasé. Mais ils ont laissé ce mont rocheux qui fait entre 7 et 20 mètres de hauteur, ça fait beaucoup moins de pierres à acheminer. Et donc, on ne peut pas prendre les diagonales, même sur 230 mètres de base, elles ne sont pas précises. Et donc, on va faire un carré comme ça à chaque angle. On va le faire à l'intérieur ici, ou à l'extérieur, comme ici, là. Et là, on va pouvoir prendre les diagonales, comme ça, avec du rigide, parce que le cordeau, il y a toujours des petites différences, là. Et là, avec les diagonales, on a les angles droits parfaits. Et c'est cette diagonale qui va servir à mettre en alignement les arêtes. Là. Cette diagonale, on va la faire ressortir à l'extérieur, comme ici, là, ou comme ici, là, comme on voit ici. Là. Et là, on va la faire ressortir sur 20-30 mètres à l'extérieur, là, qu'on va matérialiser au sol. Là. Et là, en partant de ces trous comme ça, on va faire descendre un fil à plomb là sur la diagonale, et après les ouvriers avec des cordeaux comme ça, avec un cordeau comme ça, vont pointer la diagonale ici qui sort à une vingtaine de mètres à l'extérieur. On aligne le fil à plomb et on aligne l'arête, on aligne les 3 points
Et comme ça, on va monter sur 30, 40, 50 mètres de hauteur. Le fil à plomb va vous donner la direction parfaite. Il n'y a aucun risque que votre pyramide ne vrille, parce que vous pouvez toujours prendre les diagonales. La maçonnerie peut vriller, il y aura toujours les diagonales seront bonnes. Le fil à plomb, c'est le maître. Et donc là, une fois que vous avez à peu près une cinquantaine, 40-50 mètres d'arête à angle vif, là, on va tirer un cordeau sur l'arête et on va filer comme ça jusqu'au pyramidion. Une fois que votre construction est arrivée, mettons, à une vingtaine de mètres du sommet, là, on va tirer des cordeaux sur chaque arête comme ça, et on va matérialiser, on reprend les diagonales, on matérialise le centre des diagonales par un poteau central. Bon, ce poteau me sert juste à maintenir ce sommet-là. Et donc là, parce que là, on a 220 mètres d'arête, là, et sur 15-20 mètres, à 15-20 mètres du sommet, s'il y a des petites différences, on va rectifier sur 15-20 mètres de maçonnerie, ce qui ne se verra pas du sol. Et la pierre là, du sommet, là, le pyramidion, là, parce que des pyramidions, il y en a au musée du Caire, là, et il y en a 4 ou 5 qui étaient visibles, là. On voit, moi je les ai vus, hein, et donc on a l'impression quand on est devant un pyramidion au sol que les 4 faces sont identiques, alors qu'il n'y en a pas une qui est identique là. Et moi je les ai mesurées, toutes ces faces là. Il y en a qui font 1,05 m sur 1,10 m, 95, 98. La base du pyramidion était taillée en fonction de la base qui va les recevoir. Tout ça, ça ne se voit pas du sol. Des petits détails. Hein. On a ces blocs qui font 200-300 tonnes chacun, acheminés, élevés les uns au-dessus des autres. Et là, on voit sur un de ces blocs, il y a un décrochement, là, comme ça, que l'on voit nettement ici, qui fait à peu près 20 au carré. C'est ce décrochement qui est aussi reproduit de l'autre côté, qui va servir de point d'appui au levier. Et ce décrochement-là, c'est pas la meilleure solution. Et puis sur d'autres blocs, il y a aussi des trous rectangulaires comme ça, mais ce n'est pas la meilleure solution parce qu'après ce décrochement, il va falloir le reboucher pour que l'on ne voie plus rien là. Et donc les traces de rebouchage, eh bien, ils vont se voir. Et donc avec ce principe-là de blocs comme ça, avec la banquette, les trous comme ça, eh bien, une fois que les blocs là sont en place là ici. Donc on va acheminer ce bloc que l'on voit là dans la carrière, on va l'acheminer avec les poutres et les pierres de pivotement, là, on l'achemine au pied de ce bloc, ce mur fait de blocs de 200-300 tonnes, là, et donc là, on va l'élever comme ça avec 4 points de calage, là. On élève ici, on cale ici, on élève de l'autre côté, on cale, c'est un bloc qui va s'élever comme ça. Plus le bloc est lourd, plus on va se rapprocher du centre de gravité, parce que déjà 200-300 tonnes, il faut les élever là. Et là aussi, il y a une solution pour l'élévation. Une fois que ce bloc est arrivé à hauteur, on va passer 2 poutres sur toute la longueur, sur le calage et les blocs, là. Et avec les pierres de pivotement, là, on va acheminer ce bloc comme ça, par pivotement, là. On va arriver à l'endroit où il doit être mis en place, on va araser ce bout qui ne va plus servir là, et donc là, à ce stade, on va remplacer les poutres là par des rouleaux là comme ça. Bon, comment ces poutres là n'existent plus, hein. On les a retirées. Et donc on va remplacer toutes les poutres, les 2 poutres par des rouleaux, par une série de rouleaux, et on va acheminer ce bloc là contre l'autre là. Et donc là, ce bloc, il va être contre l'autre là, et après il va falloir retirer les rouleaux. C'est grâce à ces trous de prise au levier qu'on va pouvoir lever. On retire d'abord le rouleau arrière là. On lève légèrement, on retire les rouleaux, et puis on va retirer le rouleau en dernier. Donc ce bloc va s'aplatir, il va se coincer contre l'autre là. Et une fois que ces rouleaux sont retirés, on va araser tout le pourtour, là, comme ça, et normalement, on ne voit plus rien. Mais les ouvriers
dans le creusement de tous ces trous comme ça, dans la profondeur, ne sont pas un demi-centimètre, 1 centimètre près dans la profondeur. Et sur certains, moi qui voyais, quand la banquette est arasée, eh bien, je me suis dit, il est possible que certains trous ont été creusés un peu trop profonds. Je suis allé à la recherche de ces trous, parce que je suis allé 10 fois sur place, et j'en ai retrouvé que 2, sur un ensemble, tout un ensemble de monolithes là. Et en sachant où ces trous doivent se trouver, avec la position que l'on voit dans les carrières là, et ces traces sont infimes, usées par le temps. Tout le monde passe devant, on ne peut pas les voir, mais en imaginant qu'ils sont à cet endroit, j'en ai retrouvé que 2 traces infimes. Tout le monde passe devant, personne ne les remarque là. Et là, c'est la preuve que ce travail a dû être fait comme ça. Et je peux vous dire que quand j'ai retrouvé 2 de ces traces, c'est une immense satisfaction parce que c'est la preuve que ce travail a été fait comme ça. Supposons qu'on ait un bloc ici de 100 tonnes. Donc, il est déjà sur des poutres, là. Si les poutres sont espacées un tiers et un tiers, en levant d'un côté, le premier tiers et le deuxième tiers sont en balance. Là, ils ne pèsent plus rien, vous n'avez plus que 33 tonnes à élever. Si on prend un premier levier, par exemple, de 3 mètres, là, c'est pas long, 3 mètres, dont les points d'appui en dessous, qu'on ne voit pas là en dessous, sont espacés de 30 cm, sur 3 mètres, vous démultipliez de 10 fois. Vous en prenez un autre de 6 mètres en bout du premier, là, toujours les points à 30, vous allez multiplier de 20 fois. En définitive, ça ne fait pas 10 fois plus 20 fois, ça fait 10 fois 20. Ce principe démultiplié de 200 fois, ça fait que 4 personnes, sans aucun mal, uniquement à l'appui, avec leur poids en bout du deuxième levier, vont élever 100 tonnes. On élève là, on recale, on reprend, on recale. Vous allez voir une petite épaisseur, on fait la même manœuvre de l'autre côté, et c'est un bloc qui va s'élever une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. On ne va pas élever 100 tonnes avec un seul double levier, parce que c'est le premier qui a le plus de fatigue. Là. On va multiplier, on va prendre 3, 4, là, et vous allez avoir des petits doubles leviers. Et comme ça, vous allez pouvoir élever n'importe quelle masse. Là, pour le transport des monolithes sur bateau, parce qu'on voit le transport d'obélisques sur bateau, on voit il y a un schéma avec 2 obélisques qui sont transportés sur le pont du bateau. Là, c'est schématique parce que vous ne pouvez pas transporter un énorme poids sur le pont là. Ou alors il faudrait que la cale soit lestée d'un poids énorme, et là avec ce principe là on va pouvoir descendre les masses à l'intérieur de la cale, parce que sans ça, si la cale n'est pas lestée, eh bien le bateau va se retourner. Normalement pour à Karnak, le temple de Karnak, et puis au temple aussi du Ramesséum et tout ça, vous avez des colonnes avec les architraves au-dessus. À Karnak, il y a la salle hypostyle qui est faite de 134 colonnes. Hein. Les colonnes qui font 3,50 m à la base, 16 mètres de hauteur, et au centre, elles font 22 mètres de hauteur. Et sur ces colonnes, il y a ce qu'on appelle les architraves là au-dessus, là. Et pour l'élévation de ces architraves, on va pouvoir les faire au sable. Ça veut dire que là, on a une des architraves là, qui est au-dessus, là, comme ça. Et ces architraves font entre 50 et 70 tonnes. Donc on a l'impression que c'est des petits blocs, mais parce qu'ils sont en hauteur. Et donc là, on a une architrave là que l'on va... Là, ce caisson n'existe pas. Là. On achemine l'architrave au centre, là, et on va commencer à faire un caisson comme ça, de la demi-hauteur de l'architrave. On va remplir de sable sec, là, comme ça, tout autour, là, et les ouvriers, après, avec des leviers comme ça, vont lever d'un côté, là, donc le sable on va damer le sable pour qu'il passe en dessous, là, on va lever de l'autre côté, comme ça, et c'est un bloc qui va s'élever par le sable, comme ça, parce que le sable ne flue pas sur les côtés, et cette solution, après, on élève l'architrave, là, comme ça,
Et donc, quand elle est arrivée en haut, bon, ben, on met l'architrave en position et avec les trappes de vidage, on va vider le caisson, on déplace le caisson et puis comme ça, on va pouvoir élever au sable. Bon, moi, c'est une solution il n'y a aucun problème pour mettre en faisabilité. Mais moi, je suis plutôt pour l'élévation comme ça, par calage successif, comme ça, avec n'importe comment, il faut un échafaudage, il faut toujours des échafaudages, et on élève une fois d'un côté, et on cale au centre, on va caler comme ça, c'est comme sur un calage ici, que l'on voit ici. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais les deux sont possibles, je démontre les deux. Et Georges Legrain qui a restauré cette salle-là, parce qu'il y a des architraves, il y a des colonnes qui étaient tombées, et puis donc il fallait remonter les architraves, et il a rempli pour imaginer faire à l'ancienne, et il a une rampe là, il a essayé de tirer les architraves comme ça, il n'y est jamais arrivé là. Même avec des moyens modernes, il a été obligé d'utiliser des poulies à double, triple démultiplication, des cabestans, tout ça, et il a eu beaucoup de mal, alors que si on élève, et puis les salles comme ça, la salle des 134 colonnes là, étant remplie de terre, tout est condamné, il n'y a plus aucun artisan qui peut travailler, parce qu'après, tous les chapiteaux, tout cela, ça va être retaillé, et donc toutes les colonnes sont sculptées, et donc là, avec ce principe, ils vont déplacer, et là, les ouvriers vont pouvoir suivre colonne par colonne comme ça. Mais là, pour les blocs les plus longs, on va sectionner ces poutres-là comme ça. Donc on va relier par deux poutres comme ça. Et donc là, ça va vous donner, en dessous, ça va vous donner une mobilité là. Ça va vous permettre de suivre les mouvements du terrain. Et là, je le démontre là, vous voyez. Là, donc on va donc lever ici, là, ça aussi, je vais le mettre là. Donc là, on lève là comme ça, vous voyez. Et là, si le terrain, vous voyez, il y a une souplesse en dessous qui va épouser le terrain là. Et une fois qu'on a la solution, après, il ne s'agit pas de dire on va multiplier les personnes et puis on va multiplier le levier et tout ça. Après, il faut donc se baser sur le centre de gravité. Et là, c'est le centre de gravité qui va vous déterminer la force à donner pour l'élévation et pour le transport aussi. Tout était basique en fin de compte, hein, et il n'y avait pas de dépense d'énergie inutile. Parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer lever ou déplacer un bloc de plusieurs centaines de tonnes sans savoir comment faire. C'est pas possible. Hein. Mais même sur des rouleaux, hein, c'est pas possible. Hein. Et il faudrait d'abord des surfaces parfaitement plates, et il faudrait des rouleaux métalliques, hein, presque. Et sans cela, et même avec ces surfaces parfaitement plates, ça serait très compliqué. Alors que les pierres de pivotement, il n'y a plus de frottement.